Abdelhamid Saha, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Les tensions géostratégiques et géoéconomiques et leur impact sur l'économie mondiale sont très perceptibles. On le voit, des crises financières à travers le monde pour certains pays, notamment l'Europe. Certains experts préconisent aussi des situations de faillite d'État. Est-ce que cela pourrait être envisagé à moyen terme, à horizon, disons, dans 2030? Écoutez, effectivement, vous l'avez bien fait de souligner, en 2023, il y a eu énormément de chocs géostratégiques, chocs macroéconomiques et autres chocs généraux qui ont impacté la situation économique et financière des pays. Ces mêmes chocs et ces mêmes risques vont continuer en 2024. Bon, citons rapidement les chocs macroéconomiques. Vous avez les coûts des emprunts suite aux ajustements des taux de change à la hausse. Vous avez les retraits des appuis budgétaires de l'État. Vous avez aussi tous les effets de la post-pandémie, la faible productivité que nous constatons au niveau de toutes les économies du monde. Un autre problème de risque macroéconomique, c'est la fragmentation géoéconomique, c'est-à-dire la montée des politiques industrielles avec la délocalisation des investissements directs vers des pays qui sont plus ou moins alliés. Et un autre phénomène macro, vous avez le ralentissement mondial. Parallèlement à ça, l'inflation continue dans la mesure où il y a des marchés du travail qui sont extrêmement serrés et surtout l'inflation qui persiste. Pourquoi elle persiste? Parce que l'inflation qui a été déclenchée depuis la mi-2021, la réouverture de l'économie, c'est une inflation non seulement du côté de la demande, qui est généralement traitée par les politiques monétaires, mais vous avez une inflation qui provient aussi de l'offre, dans la mesure où les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été perturbées. Et ça, ce n'est pas la politique monétaire, c'est la politique budgétaire et ça demande des solutions sur le moyen et long terme. Parallèlement à ça, vous avez maintenant en fonction des zones de croissance, vous avez des divergences au niveau des politiques monétaires. Les Américains sont en train de considérer qu'il faut continuer à garder les taux tant que les marchés et tant que les données ne montrent pas un ralentissement de l'inflation. Par contre, l'Europe, au niveau de la BCE, ils pensent ajuster les taux à la baisse à partir de juin. Et ça risque d'avoir des politiques de désinflation qui sont différentes et ça va peser sur les taux de change et bien entendu sur la stabilité financière. Bien entendu, vous avez bien fait de citer les risques géostratégiques, la guerre en Ukraine, vous avez aussi la guerre en Palestine qui cause énormément de problèmes et vous avez l'affrontement Chine-États-Unis qui sont rapides. Un élément favorable, c'est qu'il y a la montée du Sud global. Et c'est un signe positif dans la construction d'un monde multipolaire. Et finalement, le dernier risque, vous avez le risque de l'intelligence artificielle qui va peut-être avoir des retombées positives, mais également des retombées négatives. Donc il va falloir faire attention. Dernier risque, vous avez bien entendu le risque d'autres pandémies, le réchauffement climatique et je terminerai par citer le défi démographique. Les structures des populations dans les pays avancés sont en train de changer, ce qui va augurer des changements fondamentaux en matière de croissance dans le monde. Voilà. Mais est-ce qu'on peut comprendre par vos propos, docteur Bessaha, que ces situations de crise sont induites par la période déjà du Covid par rapport à certains pays, certains États, et vous avez parallèlement également ces guerres géostratégiques et géopolitiques qui sont en train d'être engagées. Vous avez la guerre en Ukraine et vous avez aussi aujourd'hui la situation au niveau de la Palestine, de Gaza, qui est en train de basculer le monde vers d'autres options et vers aussi l'approfondissement de la crise actuellement. Quelle est votre réponse puisque nous avons vu aussi que des populations des États sont en train de se soulever Bien à sûr. travers le monde pour rejeter cet état de fait, c'est-à-dire ces guerres perpétrées par leur pays, par leurs États et par leurs dirigeants? Bien sûr, c'est une période fortement marquée par l'incertitude et une combinaison absolument négative de risques géostratégiques, de risques macroéconomiques, de risques divers. Il est clair que les États sont déstabilisés et si c'est actuellement le moment où il faut beaucoup de coopération internationale pour arriver à surmonter ces crises. Malheureusement, la coopération internationale est en panne aujourd'hui, ce qui fait que les risques de dérapage sont réels, il ne faut pas les exclure, bien qu'il y ait un grand nombre d'efforts pour pouvoir contenir les risques, notamment, je voulais faire référence au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est une véritable poudrière. Et je suis de l'avis qu'aucun des pays qui sont partis du théâtre, des opérations, n'a intérêt à aggraver la situation
vu les risques au niveau mondial, sur le plan économique et sur le plan politique. Maintenant, est-ce que des pays vont sortir, je dirais, endommagés? C'est clair. Tout dépend des marges de manœuvre que vous avez sur le plan financier, tout dépend des marges de manœuvre sur le plan géostratégique et tout dépend des marges de manœuvre que vous avez avec l'accès au marché financier. Certains pays vont en sortir absolument endommagés, d'autres pays vont pouvoir s'en sortir, mais ça prendra du temps pour sortir de ces crises. Mais quels sont les pays qui seront fortement impactés aujourd'hui par cette crise? Ben, vous avez la crise, l'Europe est impactée parce qu'elle a montré sa dépendance vis-à-vis de l'énergie. Vous avez aussi la Chine qui est impactée, même si c'est quand même la deuxième puissance globale. Il est clair que son modèle de croissance qui est basé sur l'extérieur et sur le risque d'en pâtir, d'autant plus que le monde est incertain et l'incertitude pèse sur tout le monde. Vous avez aussi les pays du Sud, les pays en voie de développement, des problèmes au niveau du financement, d'accès aux finances, le changement climatique. Il y a toute une brochette de crises qui handicapent et les géostratégiques également. Alors, mais on parle aussi de certains pays qui risqueraient aussi d'être fortement impactés. Vous avez les États-Unis. Est-ce que ce mouvement des étudiants américains qui est en train de prendre un peu de l'ampleur au sein même des États-Unis et à travers le monde, on a vu aujourd'hui la contagion qui est en train de se propager à certains pays de l'Europe comme la France. Il y a aussi le Canada qui est aussi impacté par ce mouvement, pourrait basculer les choses. Et est-ce que c'est aussi l'exaspération qui a mené à ce mouvement, puisqu'on parle aussi des problèmes socio-économiques qui sont fortement aussi existants au niveau de ces pays, même s'ils restent et ils demeurent les grandes puissances du monde. Personne ne peut rester indifférent au génocide qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Et personne ne peut rester indifférent au double standard des pays occidentaux qui passent leur temps à nous donner des leçons sur la démocratie, sur les droits de l'homme, etc. Et le mouvement des étudiants est significatif de cet aspect-là. Je voudrais rappeler... Le rejet des guerres. Bien sûr, le rejet des guerres, mais surtout le rejet du génocide. Il y a un génocide qui se passe en Palestine. Et le monde est en train d'assister impuissant à ce qui se passe sans pouvoir rien faire. Donc, les étudiants ont eu l'occasion de montrer leur solidarité, mais c'est surtout la réaction initiale au mouvement au début octobre, quand les financiers des universités sont intervenus avec une main très lourde pour soit faire partir les présidents d'universités, etc. Donc ça a exacerbé davantage. Et le mouvement est là pour rester. Il est là pour rester parce que le problème continue. Le problème en Palestine continue depuis octobre. Et on a l'impression que personne n'est en mesure de le faire. Le seul pays qui a les moyens d'arrêter, il est pris, je parle des États-Unis, je parle du président américain, il est pris entre le marteau et l'enclume. S'il montre une trop grande, je dirais, compréhension vis-à-vis d'Israël, comme il l'a déjà fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse le génocide se passer devant nous et il risque les intérêts des États-Unis, les intérêts d'Israël, les intérêts des autres participants sont en danger. Donc il faut arrêter ce massacre-là, il faut arrêter ce génocide. Le seul problème, c'est que toutes les solutions qui peuvent être prises par les États-Unis peuvent se retourner contre eux. Par exemple, la déclaration, là, vous avez vu qu'il s'est abstenu pour la première fois au Conseil de sécurité. Et il y a d'autres panoplies. Mais il a brandi plusieurs fois aussi le absolument. Donc, il y a cette politique cette politique ambiguë que personne ne comprend et dont le risque est de faire perdurer le conflit. Parce qu'il est clair que le Premier ministre israélien a intérêt à ce que la guerre se continue pour des raisons personnelles. Mais au niveau de l'opinion américaine, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Biden a perdu déjà la présidentielle pour un deuxième mandat? Je pense que c'est un peu prématuré de dire ça, mais on peut dire une chose, c'est qu'il a perdu d'abord l'appui des Arabes américains, notamment qui sont concentrés dans l'État du Michigan. Il a perdu l'appui des jeunes, notamment des jeunes qui ont décidé qu'ils allaient s'abstenir, et il risque de perdre l'appui des femmes urbaines, des professionnels, qui constituent en quelque sorte le fer de lance de son électorat. Mais il y a déjà les premiers sondages qui le donnent perdant. Bon, vous savez, les premiers sondages, aujourd'hui, nous sommes quand même au mois d'avril, l'élection se passe en novembre. Je pense c'est un peu prématuré parce que la situation peut se retourner, etc. Mais il est clair qu'il est en mauvaise posture. Le drame, c'est que l'alternative n'est pas brillante aussi. Donc, Trump, le retour de Trump.
le retour de Trump, ce sera une catastrophe pour les États-Unis, une catastrophe pour le monde. Donc il faut continuer à observer ce dossier et surtout attendre l'été, au moment où les conventions des deux parties auront lieu pour tirer des conclusions. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que malgré toutes les pressions, les étudiants ne vont pas fléchir aujourd'hui, docteur Bessaha, puisque vous avez parlé un peu des tensions qu'ils avaient subies pour contenir déjà ce mouvement qui avait déjà commencé au mois d'octobre dernier, au début de ce génocide perpétré par l'entité sioniste, puisque les bailleurs de fonds de ces universités ne sont pas, ils sont rien d'autre que les sionistes. C'est très juste. On a constaté au début du conflit, quand les étudiants ont commencé à se mobiliser, une forte réaction, notamment des financiers de ces universités qui siégeaient dans les conseils d'administration et qui ont réagi violemment en forçant la démission des présidents d'université. Mais je pense que le mouvement aujourd'hui, avec la guerre qui a perduré, avec les dégâts considérables en termes humains et en termes matériels et en termes d'infrastructures causés par Israël, il est clair que les étudiants vont subir des pressions, mais je ne vois pas le mouvement diminuer d'intensité. Bien au contraire, il risque de prendre encore davantage d'ampleur face à une crise mondiale. Ce n'est plus une crise au Moyen-Orient, c'est une crise mondiale. Certains l'assimilent à ce qui s'est produit déjà au Vietnam. Absolument. Pendant le Vietnam, les étudiants jouent un rôle important dans la mobilisation, dans la lutte contre la guerre et surtout pour l'arrêt de la guerre. Mais cette succession d'événements aujourd'hui qui sont en train de se produire à l'intérieur des États-Unis, vous connaissez bien les États-Unis puisque vous y résidez, vous avez travaillé dans les institutions américaines, vont impacter également son économie aujourd'hui, docteur Bessaha. Non, La crise, elle est perceptible. non, paradoxalement, l'économie américaine est le pôle de croissance qui tient le plus. Mm. Pourquoi il tient le plus? Donc, par rapport au pôle américain, par rapport au pôle européen, au pôle chinois, l'économie est en train de résister. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu de forts investissements dans l'infrastructure, dans le manufacturier pour essayer de faire repartir l'offre globale, comme on est en train d'en discuter au début, et essayer de continuer l'inflation. Il y a aussi le fait que les États-Unis sont très, je dirais, indépendants en termes d'énergie. La production des gaz de schiste est à son paroxysme. D'ailleurs, vous verrez qu'en dépit de ce qui se passe au Moyen-Orient, en dépit des événements au niveau du Moyen-Orient, les prix du pétrole n'ont pas dépassé les $90. Ils sont toujours en dessous. Et surtout, il y a aussi le fait qu'il y a d'énormes investissements de la part de l'administration Biden pour faire repartir l'économie américaine. D'ailleurs, le taux de croissance de l'année dernière et le taux de croissance en 2024 sont de très loin supérieurs à ceux des pays avancés. Peut-être un peu moins que ceux des pays émergents, mais c'est quand même le pôle de croissance qui est en train d'être le plus dynamique. Mais quels sont les pays aujourd'hui qui vont subir bien sûr les effets de cette crise et comment on peut la percevoir aujourd'hui? Vous avez parlé de certains pays de l'Europe, mais est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets aujourd'hui, docteur Bessaha, puisque nous avons vu que même au niveau, par exemple, des rapports élaborés aussi bien par la Banque mondiale que le FMI aujourd'hui sont très pessimistes pour certains pays de l'Europe. Bah écoutez, c'est vrai que les pays qui sont fortement dépendants de l'énergie vont avoir, bien entendu, des difficultés en 2024 et sur le moyen terme. Par contre, les pays qui, eux, ont un secteur manufacturier très fort et qui ne sont pas dépendants de l'énergie, là, il y a une forte croissance qui se dessine en 2024. Je pense que tout dépend de la structure économique et du niveau de dépendance vis-à-vis de l'énergie. Mais quel sera aujourd'hui le poids du Sud global? Vous l'avez énoncé au début. Le poids du Sud global, c'est que nous voyons aussi le Sud global, à la différence du mouvement des non-alignés, est en train de se distinguer comme un fait géopolitique. C'est un groupe de pays en Amérique latine, en Asie, en Afrique, qui refusent de s'aligner. Et notamment, ils ont refusé de prendre parti pour la guerre en Ukraine, ce qui est extrêmement important. Je pense que ça va être le noyau autour duquel va émerger un autre mouvement au niveau des pays du Sud et qui va être un contrepoids, bien entendu, à un monde unipolaire. Ces pays, on peut avoir des indicateurs? C'est-à-dire, bon, vous avez au niveau du Sud global, vous avez l'Inde, vous avez pratiquement tous les pays d'Amérique latine, les pays d'Afrique, l'Algérie, bien entendu, qui joue un rôle très important, comme elle l'a fait dans le cadre du mouvement des non-alignés. Les années 70. D'ailleurs, je voudrais rappeler quelque chose de très important. Le discours de feu le président Boumedienne. Au niveau des Nations Unies. Si vous le relisez aujourd'hui, toute la substance
est exactement la nature des problèmes que le monde affronte aujourd'hui, aussi bien au niveau du plan économique, au niveau du plan culturel, au niveau du plan informationnel, au niveau des échanges économiques et commerciaux. C'est incroyable, ça veut dire entre 1974 et 2024, nous n'avons pas fait de progrès. Le monde entier n'a pas fait de progrès dans ce domaine en matière de répartition de la gouvernance. Alors, docteur Abdelrahmi Bessaha, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport, bien sûr, à ces tensions géostratégiques et géoéconomiques qui sont aujourd'hui perceptibles à travers le monde. On voit leur impact sur le plan, bien sûr, économique, sur le plan social. Certains pays et certains États sont en train d'en souffrir aujourd'hui. On voit aussi l'émergence du Sud global par rapport à la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle on est en train de préconiser un monde multipolaire. Je voudrais revenir aussi avec vous par rapport à ces situations de crise, leur impact sur l'économie, leur impact sur la finance mondiale, la guerre en Palestine et ses implications macroéconomiques et géostratégiques. Elles seront également perceptibles dans quelques années puisque nous avons vu sur le plan politique, les choses commencent à bouger à travers le monde. Bien sûr, c'est une question très importante. Je dirais, l'interaction de chocs stratégiques, géostratégiques, l'interaction de chocs géoéconomiques, de chocs macroéconomiques a effectivement affaibli l'économie mondiale. Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres. En 2023, l'économie mondiale a une croissance de 3,2. C'est un chiffre qui est l'un des plus bas depuis 30 ans. En 2024, l'économie ne va pas bouger, ce sera également 3,2. Et en 2025, les projections sont 3,2. Donc nous sommes entrés dans une phase de ralentissement macroéconomique dû à des facteurs de choc macroéconomique, de risque macroéconomique, mais aussi de la géostratégie est en train d'occuper un poids important dans le devenir du monde. En termes d'inflation, nous avons une inflation l'année dernière au niveau mondial de 6,8, 5,8 en 2024 et 4,5 en 2025. Donc l'inflation va continuer. Donc nous allons avoir une très faible croissance, une inflation importante au niveau mondial. Pour ce qui est du Moyen-Orient, le Moyen-Orient, la croissance ne va être que de 2,8. Elle est un peu moins faible, je dirais moins faible que la croissance mondiale, mais beaucoup, beaucoup moins élevée que la croissance des pays émergents. Alors pourquoi le Moyen-Orient est bien entendu une zone de tension, qui a toujours été une zone de tension, mais c'est davantage une autre zone de tension depuis la guerre en Palestine. Cette guerre en Palestine qui est en train de peser sur le commerce mondial avec la fermeture du canal de Suez. Je rappelle aussi que le canal de Panama est fermé, mais pour des raisons climatiques, ce qui fait que le commerce mondial est en train de ralentir. Les économies de la région ont fortement souffert. L'économie de l'Égypte, l'économie de la Jordanie, l'économie du Liban sont en train de souffrir considérablement de cette guerre. Un élément positif à souligner, c'est le fait que la plupart des parties au conflit ne veulent pas une extension, parce que les risques sont énormes. Si vous prenez l'Iran va éviter un éventuel affrontement avec les États-Unis. Les États-Unis, ils disposent de 45 000 soldats dans la région pour maintenir un certain ordre, mais ils ne veulent pas être impliqués dans la guerre. Le Hezbollah, lui, est pour sa part confronté à ses propres intérêts stratégiques et aux défis au Liban. L'autorité palestinienne, elle est dans grande difficulté, ayant été déstabilisée pendant les dernières décades par Israël elle-même. Les autres pays voisins sont déjà confrontés à de graves problèmes socio-économiques internes qui seraient exacerbés par l'arrivée des réfugiés à Gaza. Or, un des plans du Premier ministre israélien, c'est de vider Gaza et de pousser tous les gens vers l'exode, vers l'Égypte et vers la Jordanie, ce que ces 2 pays frontaliers refusent absolument. Et finalement, les pays du Golfe aussi ne veulent pas d'une extension du conflit parce que cela menacerait leurs projets économiques, de développement, etc. Alors les autres acteurs, quels sont les acteurs internationaux qui restent à part les États-Unis? Les autres acteurs font profil bas. La Chine et la Russie sont pratiquement invisibles. L'Union européenne également invisible. Donc les États-Unis sont les seuls à pouvoir forcer Israël à arrêter la guerre. Le seul problème, c'est je peux citer quelques mesures que les Américains pourraient faire. D'abord, l'annonce d'une rupture du dialogue avec le gouvernement d'extrême droite d'Israël. Ça, c'est possible à faire en le faisant à partir de la Maison-Blanche dans le cadre d'une allocation télévisée.
Le vote d'une résolution au Conseil de sécurité appelant un cessez-le-feu, je crois que ça a déjà été fait. Mais surtout, les Américains pourraient retirer tout ce qui a permis, les stimulants qui a permis au processus d'Abraham d'exister. Vous savez que les Américains ont donné un certain nombre de, je dirais, de cadeaux, tels que la vente d'avions, tels que la reconnaissance de la race pour notre pays voisin là. Et l'autre, ce serait le blocage de l'aide financière américaine. En fait, il y a des lois américaines qui poussent les États-Unis, qui devraient pousser les États-Unis à cesser d'apporter une aide militaire et une aide financière au vu de la guerre qui se passe aujourd'hui. Je voudrais citer le Human Aid Corridor, c'est l'entrave à l'acheminement de l'approvisionnement, et je voudrais citer aussi un amendement Leahy, qui est un sénateur au Foreign Assistance Act, qui devrait bloquer l'aide militaire pour un pays qui est engagé dans une guerre vis-à-vis des civils. Et finalement, la dernière mesure que les États-Unis pourraient prendre, ils pourraient carrément procéder à la reconnaissance de l'État palestinien. Mais malheureusement, les derniers événements ont montré qu'ils ne l'ont pas fait, puisque les Américains ont bloqué au Conseil de sécurité la proposition algérienne. Voilà. Alors, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce conflit qui est vraiment qui est une menace à la paix, la sécurité mondiale et bien entendu à l'économie mondiale. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'impact au niveau aussi de cette région, particulièrement du Proche et Moyen-Orient, sera fortement également impacté par les conséquences de cette guerre génocidaire menée par l'entité sioniste? Est-ce que l'entité sioniste a des visées aussi expansionnistes et elle pourrait aussi s'étaler à d'autres pays, puisque nous avons vu que beaucoup de pays, bien sûr, frontaliers à Gaza, risquerait aussi de subir un phénomène d'exode très important pour lequel l'Égypte est en train de bloquer aujourd'hui. Je crois que les deux pays vers lesquels le gouvernement d'Israël souhaite pousser les Gazaouis pour vider totalement l'enclave, c'est la Jordanie et l'Égypte. Comme je l'ai dit tantôt, il est clair que ces deux pays refusent catégoriquement. Encore que pour le cas de la Jordanie a déjà une forte présence palestinienne, une grande partie de la population est d'origine palestinienne. Là, pour l'instant, je ne vois pas ces deux pays accepter, bien entendu, d'accueillir des réfugiés de Gaza et tous les réfugiés de Gaza et favoriser. Ils seront impactés. Bien sûr qu'ils sont impactés, sont fortement impactés sur le plan économique. Et puis, un accueil de réfugiés, ça coûte extrêmement cher, d'autant plus que l'aide internationale n'arrive pas à être fournie dans la région. Mais le grand phénomène, je crois que le grand problème qui va se poser, c'est l'affaiblissement structurel des économies égyptiennes, des économies jordaniennes et de l'économie libanaise qui est déjà en très grande difficulté depuis 2019. Alors, mais quelles sont aujourd'hui, par exemple, les industries qui sont en train d'émerger parallèlement à cette situation et contre toute attente, puisque nous avons vu et nous voyons aujourd'hui, par rapport à certains pronostics qui sont très très avancés, nous avons le secteur de la défense qui monte en puissance à travers le monde et au niveau des bourses mondiales, puisque certains disent qu'ils ont réalisé un chiffre d'affaires en très peu de temps, en 3 mois, de 500 millions de dollars à travers le monde. Absolument. C'est la course. Bien sûr, parce que nous avons plusieurs plombs de conflit. Vous avez la guerre en Ukraine qui a remis sur la table la capacité de production des armes, non seulement pour les pays, pour l'Europe et pour les États-Unis, mais également pour aider l'Ukraine. Donc vous avez le problème de l'armement qui se pose. Il y a de forts investissements dans ce domaine parce que ça a toujours été de toute façon un secteur lucratif et compte tenu du nombre de conflits. Mais est-ce que ce n'est pas les industries de l'armement qui sont en train de pousser à ces situations génocidaires et de guerre à travers le monde également, Docteur Abdelrahim, puisqu'on a donné un indicateur, en 3 mois, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 500 milliards de dollars. Vous avez les États-Unis qui arrivent en tête avec l'Allemagne. Bon, il est clair que pour les industries d'armement, les conflits sont je dirais, un bonanza pour ces pays. Je ne pense pas qu'ils puissent consciemment pousser les pays à être en conflit, mais je pense qu'ils poussent consciemment à vendre des armes, même en temps de paix. Donc le commerce des armes est toujours extrêmement fructueux et surtout dans une période aussi incertaine et aussi difficile et aussi marquée par la multiplication des conflits.
Alors certains considèrent que les défenses vont augmenter encore à horizon 2035 pour atteindre pratiquement 1000 milliards de dollars. Pour Euh, certains pays, hein. Je parle de certains pays, un pays seulement, Ça ne m'étonne pas, bien les entendu. États-Unis. Oui, bien, ça ne m'étonne pas. De toute façon, le commerce des armes au niveau des États-Unis, tout comme au niveau de certains pays de l'Europe, est un poste important dans les exportations, y compris de la Chine, l'Inde, tous ces pays, bien entendu, font La du guerre en commerce. Ukraine aussi, elle a renforcé Bien sûr, la guerre en la Ukraine a défense. renforcé l'industrie de l'armement, la- les risques de tension je dirais en mer de Chine ont renforcé la nécessité de réarmement de la Chine, et ce qui fait que les industries de réarmement reprennent du poil de la bête. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est celle de l'auditeur aujourd'hui. Par exemple, vous avez parlé des pays du Sud global. Comment ces pays pourraient aujourd'hui s'en sortir par rapport à cette crise mondiale aujourd'hui existante, tant sur le plan politique, géopolitique et également économique et financière? Le- je, Docteur Bessah. je pense que le premier élément fondamental, c'est que ces pays d'abord commencent à renforcer leurs économies, créent des marges de manœuvre au niveau budgétaire et, bien entendu, coopèrent entre elles. Je pense que c'est le cas aussi de l'Algérie qui a commencé à réfléchir. Je suis extrêmement impressionné par le, le début d'une réflexion importante sur le rebond de l'économie algérienne. Il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce sens. Et bien entendu, je pense que c'est aussi rejoindre il faut commercer avec tout le monde, il faut commercer avec les pays, je dirais les pays occidentaux, mais les pays du Sud aussi. À charge pour le Sud global de trouver des opportunités, des complémentarités. Donc il y a un véritable travail Mais de la cohérence. complémentarité peut être aussi un point de vulnérabilité des États et des pays, docteur Bessaha. C'est la raison pour laquelle on ne peut compter que sur soi et c'est ce qu'on est en train de faire. On l'a découvert malheureusement à notre dépens au moment de la pandémie du Covid, Absolument, il y a la pandémie qui a montré un peu, qui a fait cette prise de conscience, absolument, qui a qui a montré que provoqué ce déclic. la Ne compter que délocalisation en sur soi. fait a rendu beaucoup de pays vulnérables. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un travail de restructuration des chaînes de valeur, c'est clair. Mais la guerre en Ukraine aussi a montré par exemple que l'Europe est extrêmement vulnérable à l'énergie. Par 60% rapport de à, dé- justement Bien à sûr. sa complémentarité. Et en fait, l'Europe s'en est bien tirée en 2023 tout simplement parce qu'il y a un hiver doux. Il y a un hiver doux, sinon les difficultés auraient été beaucoup plus aggravées, beaucoup plus accentuées. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, sur le plan politique et géopolitique, sur quoi aujourd'hui, par exemple, ces grandes puissances travaillent pour, bien sûr, pour rendre les pays en émergence, par exemple, vulnérables. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de vulnérabiliser à bon escient. Eh ben, écoutez, on l'a vu pendant le printemps arabe. Oui, à rendre- On a il- bien utilisé les soft power. oui, c'est vrai il y a une lutte aujourd'hui, il y a une énorme lutte d'influence. D'abord, l'Occident veut continuer à garder la Oui, mainmise sur l'économie mondiale. sur l'Afrique, par exemple, Bien ils sont en sûr, train de bien perdre sûr, ils aujourd'hui sont en par train rapport au de, rejet du néocolonialisme. Hmm. il y a un rejet d'un certain néocolonialisme. Il faut faire attention à ne pas accueillir d'autres néocolonialistes. Donc, ce qui est souhaitable, c'est que les pays renforcent leurs économies, renforcent des blocs, inscrivent l'action dans des blocs qui puissent renforcer le commerce, renforcer les échanges. Et là, je pense notamment à la zone de libre-échange économique africaine. C'est C'est important. très important et il faut absolument travailler dans ce sens. Pourquoi? Intégration Bien sûr, régionale et parce que je suis dans la sous-région. persuadé que l'Afrique va être le quatrième pôle de croissance au cours des prochaines décennies. Il va rejoindre la Chine, il va rejoindre l'Europe et les États-Unis comme quatrième. Et les marges de manœuvre, en fait, sont plus importantes en Afrique. Et j'imagine, avec des bonnes politiques publiques, l'Afrique a une chance de redevenir un pôle de croissance. Comme À elle peut charge, être aussi le champ de bataille entre les différentes absolument, puissances. C'est le cas actuellement. Vous avez absolument, tout le monde qui se bagarre aujourd'hui, le continent africain. Vous avez les Américains, vous avez les Anglais, vous avez les Turcs, vous avez les Chinois, vous avez les Russes, absolument, vous avez les Français également absolument. par rapport à leur passé colonial. Il y a deux batailles. Il y a une nouvelle bataille pour l'énergie, les Mhm. énergies renouvelables, mais aussi vous avez une nouvelle bataille pour les terres rares, les produits qui vont Même appuyer, pour le gaz. bien entendu, qui vont appuyer les voitures électriques, qui vont appuyer l'intelligence artificielle et qui vont appuyer
je dirais, le changement climatique. Vous avez parlé de la bataille de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que nous avons vu qu'à un moment donné, la bataille, on la connaissait, on arrivait à la gérer. C'est une bataille financière, c'est une bataille économique, c'est une bataille énergétique, c'est une bataille alimentaire. Aujourd'hui, vous parlez de la bataille de la sécurité de l'intelligence artificielle. Ben, dans le monde qui va venir, l'intelligence artificielle va jouer un rôle clé, bien Dans entendu, tous les domaines. dans la numérisation de toutes les activités, dans l'amélioration de la productivité, dans l'amélioration de la croissance. Donc c'est une bataille extrêmement, extrêmement rude qui se joue. Et pour l'instant, elle favorise un certain Les maîtres nombre du de monde à pays. l'avenir, ce sont ceux qui détiendront cette technologie. Absolument. Il va falloir donc s'investir dans cette technologie, il va falloir s'investir dans la numérisation. C'est là la bataille du futur. Pourquoi? Parce que la numérisation et l'intelligence artificielle sont porteurs d'emplois massifs, sont porteurs de productivité, sont porteurs de croissance. Et c'est là qu'il va falloir inscrire l'action des États. Et là, je pense que l'Algérie a commencé à le faire. J'ai constaté au cours de mon séjour une forte pénétration de la numérisation. Il faut encore l'accélérer, il faut encore renforcer C'est vrai que les réseaux. vous venez de l'extérieur, Voilà. donc vous percevez un peu ces changements. Oui, non, non, Nous, on a tendance à penser que c'est pas assez vite. non, Ça ne va non, pas à non, notre, non, c'est, au rythme qu'on il- souhaite. je constate avec plaisir que l'Algérie est entrée de plein pied dans la numérisation. Maintenant, il faut l'accélérer, il faut la renforcer, d'autant plus que nous avons une forte population de jeunes. Or, les jeunes sont les maîtres en matière de numérisation et d'intelligence artificielle. Il ne faut pas hésiter à miser sur ça. En fait, ça va être un des piliers de la stratégie de développement que devrait mettre en place l'Algérie. Alors sur le plan économique, financier et macroéconomique, les pronostics aussi sont bons pour l'Algérie à l'avenir, docteur Abderrahmi Bessaha, puisque nous avons vu que même les banques du Bretton Woods affichent aujourd'hui, c'est-à-dire des rapports positifs en ce qui concerne notre pays. Le ministre des Finances l'a fortement déclaré récemment dans sa Et- conférence de presse il y a 2 jours. Il est clair que Il a donné de bons l'Algérie, indicateurs. est à la croisée des chemins. Elle a commencé à sortir de son modèle pétrolier. Elle est en train de construire un nouveau modèle de flexibilisation de l'économie. Les potentialités sont là, sont énormes. Il faut mettre en place un certain nombre de réformes, mettre en place des politiques publiques qui renforcent la croissance et l'emploi. Et il faut se fixer une stratégie à long terme. Je pense que l'Algérie avance et rien n'empêche l'Algérie de devenir un pays émergent en 2050. Absolument rien du tout. On a tous les moyens pour le Vous devenir. avez- Les terres rares, l'énergie, la ressource humaine, parce La qu'il faut ressource humaine. appuyer tout ça sur la ressource humaine. Absolument, la ressource humaine. C'est elle qui crée la richesse. Absolument, je suis entièrement d'accord. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui parmi les pays développés des signes qui indiquent qu'ils vont verser dans le sous-développement ou en voie de sous-développement? Par exemple, nous avons vu sur le France social des comportements, par exemple, de populations qui sont parfois affamées, qui, bien sûr, vont jusqu'à piller certains magasins pour se nourrir. Au niveau de quel pays ça se passe? De l'Europe, Au de niveau de certains l'Europe. pays, oui. Non, il est clair que si nous tournons notre regard sur l'Europe ou sur Même aux les pays, États-Unis, le les pays système il est très avancés, dur. Hein. Si vous ne travaillez et- pas, vous et- n'avez pas de couverture il sociale. est clair qu'il y a une partie de la population qui est laissée sur le carreau. Et c'est surtout l'absence de politique sociale ou bien le mauvais ciblage des politiques sociales ou les difficultés économiques des pays qui renforcent en quelque sorte ça. C'est le même principe aux D'autant États-Unis plus aussi. que nous, absolument, ça touche tous les pays, d'autant plus que nous venons de sortir d'une très forte pandémie qui a laissé des dommages structurels au niveau de tous les pays, qui a laissé sur le carreau des populations entières. Alors, vous avez bien sûr cette question également de l'auditeur qui vous dit quel est le vrai but aujourd'hui des États-Unis de s'engager aujourd'hui dans ces guerres, que ce soit au niveau de l'Ukraine ou en soutien, bien sûr, à l'entité sioniste. Bon, je pense que les États-Unis sont intervenus en Ukraine dans le cadre de leur position en tant que, en quelque sorte, le leader de l'OTAN. Il y a un pays qui a été envahi. Et il est clair que pour les États-Unis, il s'agissait en plus de ça de défendre l'Europe, parce qu'il est clair que l'Europe ne peut pas se défendre sans le parapluie américain. Mais une chose que je Ça a été le constate, cas pendant la Deuxième Guerre mondiale. absolument, bien une chose que je constate, c'est que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes géostratégiques et géosécuritaires en faveur des États-Unis. L'avantage des États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas de problème d'agriculture, ils n'ont pas de problème d'énergie. Depuis, je dirais, l'émergence de l'industrie du gaz de schiste ou bien du pétrole de schiste. Donc, je crois que
ce conflit en Ukraine nous a montré un peu, a rebattu les cartes géostratégiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, via l'OTAN, les États-Unis n'ont pas instrumentalisé l'OTAN pour, bien sûr, mener cette guerre au détriment des pays de l'Europe? C'est la question également de l'auditeur, parce que tout le monde aujourd'hui remet en cause l'implication des États-Unis dans ces conflits, Il y est compris ses partenaires. Vous avez le débat qui est engagé actuellement au niveau de la France, au niveau de l'Italie, au niveau, par exemple, de l'Allemagne. Le débat est engagé actuellement sur ces questions-là. et- Faut-il ou ne faut-il pas rester, bien sûr, c'est-à-dire aux ordres des États-Unis? il est clair que le conflit, la guerre en Ukraine se fait sur le background de la rivalité entre la Russie et les États-Unis, c'est clair. Et la Chine. Et la Chine. Bon, la Mais Chine, cette rivalité et cette bataille entre la Chine et les États-Unis date depuis pratiquement maintenant 25 ans. pour l'instant, la rivalité entre la Chine Elle est sur le et plan les économique. États-Unis, elle se fait sur le plan économique. Elle se fait beaucoup sur le plan économique. Elle se fait sur le plan militaire parce que la Chine est en train de se réarmer fortement, notamment en mer de Chine, où son objectif est de récupérer Taïwan. Mais en même temps, elle est en train d'observer. Elle Elle est en- défend, Voilà. c'est-à-dire ses frontières. Mais elle est en train Comme le font d'observer. aussi les Américains. Absolument. Ils ne voudraient pas aussi qu'il y ait, Elle est en par train exemple, que oui, d'autres forces bien sûr. intègrent les frontières américaines. D'ailleurs, la Chine est en train d'observer avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'ils vont, si en cas de conflit, est-ce qu'ils vont subir, bien entendu, les sanctions Il y a des sanctions d'ailleurs qui se font de façon implicite. C'est le retrait des IDE, la réorientation des IDE vers des pays tels que le Vietnam, le rapatriement des industries manufacturières dans le cadre des politiques industrielles, etc. Il y a cette rivalité qui continue pour la domination du monde. D'autant plus qu'aujourd'hui, on ne veut pas de la domination américaine. On estime que Oui. il y a d'autres pôles et un monde unipolaire est un monde dangereux, donc il faut construire un monde multipolaire. C'est pour ça qu'on commence à sentir la montée du Sud global, les alliances entre la Russie et la Chine, et voilà. Alors, vous avez cette dernière question de l'auditeur que je vais vous poser encore, docteur Bessaha. Je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le développement d'une société ou d'un pays se hisse par l'industrie ou par la finance? Même si l'influence diplomatique est importante à travers le monde. D'abord, l'influence d'un pays se hisse par son PIB, son Mm. produit intérieur brut. Maintenant, tout dépend des pays, tout Mhm. dépend des caractéristiques des structures. Ça peut se faire par les services, ça peut se faire par l'industrie manufacturière, ça peut se faire par l'agriculture, mais ça doit se faire aussi par le biais de la numérisation. Mais il faut aussi s'orienter vers d'autres partenaires économiques aujourd'hui. Absolument, il faut diversifier l'économie, diversifier les partenaires commerciaux. Mais ça veut dire, si on diversifie les partenaires commerciaux, il faut diversifier la structure économique. Alors, l'autre question de l'auditeur qui vous dit comment est la situation actuellement aux États-Unis par rapport à ce qui se produit en ce moment sur le plan géopolitique, notamment le génocide palestinien. La population américaine rejette ce génocide. La population civile. Aussi surprenant que ça, la population américaine rejette le génocide, Les médias. rejette la guerre, Le rôle des médias. le rôle des médias, bien entendu, c'est clair. Mainstream. Mais de toute façon, quand vous avez Mm. la mobilisation des jeunes, ça veut tout dire. Ça veut dire tout simplement qu'on rejette. On ne peut plus voiler la On vérité. ne peut plus voiler la vérité et il faut que les États-Unis prennent des actions claires et simples s'ils veulent protéger leurs propres intérêts. Mais la population américaine rejette ce génocide Absolument. massivement, à tous les Massivement, moments. massivement. C'est ce qui a forcé l'administration Biden à intervenir. Malheureusement, il avait un adversaire retors. Mais il n'est pas intervenu tout simplement parce qu'il voulait intervenir, c'est parce que la population a changé de thinking sur ce plan-là. Et il faut suivre bien sûr de très près ces événements qui vont Alors, certainement exactement. faire basculer la situation dans les jours à venir. Et notamment ce qui se passera au mois de juillet, au moment où les conventions des deux parties vont avoir lieu. Docteur Abdelrahmi Bessaha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Et bon beaucoup. retour. À bientôt. À bientôt et merci beaucoup de m'avoir accueilli.